Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Le Corner. Un épisode unique, car aujourd'hui nous avons le plaisir d'échanger avec 3 entrepreneurs. Joseph Vieilleville, Tony Jalinier et Guillaume de Belmas. Ils ont tous les 3 créé le groupe Le Five, tout d'abord par l'impulsion de Joseph en 2008, puis par la fusion de Soccer Park avec Tony et Guillaume en 2016. Cet épisode fait suite à l'invitation de Joseph dans le podcast Dreamcast il y a quelques mois, où il a partagé la stratégie de développement de Le Five. De notre côté, nous voulions aborder la croissance du groupe pour discuter à la fois du paddle, du foot à 5, mais aussi des initiatives menées pour promouvoir le sport pour tous. Je vous souhaite un bon épisode en compagnie des 3 fondateurs. Bonjour à tous, bonjour à tous les 3, si vous pouvez vous introduire rapidement. Oui, Joseph, donc 40 ans, parisien, cofondateur du Five et père de 2 petites filles. Moi, c'est Tony, j'ai 47 ans, j'ai 3 filles et je suis le sudiste de la bande. Je habite à Sophie Antipolis, près de Nice. Et bonjour à tous, Guillaume, moi j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants et je complète le triangle géographique en habitant à Bordeaux, plus belle ville du monde. Génial, écoutez, je sais que déjà les informations vont être aléatoires ici parce que Joseph se décrire parisien alors que c'est un homme de Seine-Saint-Denis, ça y est, il s'est embourgeoisé, c'est compris, on voit un peu la dynamique du podcast. Non, Paris, à travers Paris, c'est Grand Paris aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu vis plus. Je pense que t'as pas fait l'update. Alors on a vieilli comme il fallait. Si vous pouvez présenter, bon, j'imagine que nos auditeurs connaîtront bien le Five, mais Joseph, peut-être si tu veux commencer par donner un petit historique de la boîte créée en 2008 et nous raconter un petit peu l'histoire. Ok, rapidement. Le Five en 2008 à Bobigny. On a essayé au démarrage de trouver un nom assez fort. On avait un peu le doux rêve que demain ce nom devienne générique, mais sans se le dire, on voulait un terme qui ait de l'impact. On a choisi le Five et disons qu'on a eu un peu le nez creux. On est assez fiers de ça puisque aujourd'hui on se rend compte que ce nom a dépassé même les espérances ou les ambitions qu'on avait à l'époque, nous jeunes fondateurs et jeunes entrepreneurs ambitieux. L'idée c'était de faire un premier centre évidemment à Paris, en Seine-Saint-Denis, pas loin de là où moi j'ai grandi par exemple, mais on se disait qu'on allait évidemment, on espérait en faire plusieurs. Pour ça il fallait voir ce que donnait le premier. On a eu la chance, vraiment, ça c'est une chance qui est fondatrice de l'histoire, c'est que on a connu le succès assez vite, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un besoin très fort. Donc ça nous a donné envie de nous étendre assez vite sur l'Île-de-France, Paris. On a essayé de mailler correctement le territoire francilien. Puis ensuite, on a l'histoire a fait qu'on a réussi à ouvrir un premier centre à Paris Intramuros, c'est que ce centre parisien était, on va dire, le plus gros du réseau, voire le plus gros de France à l'époque. Et le couplage de ces 2 éléments, positionnement par implantation parisienne et énorme centre, a fait exploser la marque, la pratique et sa visibilité et son audience. Donc de là, je pense, le succès a vraiment été décuplé. Et ensuite on s'est retrouvé avec Tony et Guillaume, qui étaient très forts en province, très forts sur plein de choses qu'on n'avait pas trop, comme la culture des offres, les ligues, les anniversaires qui faisaient beaucoup mieux que nous, etc. Et surtout une
grande capacité à être innovant sur le plan digital et à avoir cette maîtrise-là. En interne d'ailleurs, et on s'est réunis, on a essayé de se remobiliser pour réécrire une nouvelle page de l'histoire et tous ensemble de faire naître ce qu'est aujourd'hui le groupe Le Five. Ça c'était en 2016 et voilà, et depuis il y a un vrai renouveau avec des centres plus grands, plus beaux, plus stylés, mieux équipés sur le plan digital, sur le plan des infrastructures à tous les niveaux, et il y a aussi ensemble l'histoire du padel qui est né et qui est aujourd'hui on va dire le sport et la pratique qui a le vent en poupe, un peu comme le foot 5 l'avait en 2008, 2009, 2010. Ouais. Top, et on va y arriver. Effectivement, le paddle, c'est vraiment le cœur de l'actualité avec notamment QSI qui développe une nouvelle compétition internationale. Donc, on pourra rebondir là-dessus un petit peu plus tard. Mais super intéressant. Du coup, d'ailleurs, ça me permet de faire le rebond juste pour dire, en préparation de ce podcast, on a vu que Joseph avait été invité dans le podcast de Pierre Moreau, Dream Team, que je recommande à tout le monde pour qui explique un peu plus en détail l'arrivée et la pénétration de marché des structures de foot à 5. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un angle un petit peu différent sur celui-ci. Guillaume, pour toi, à la base, quelle était la tentative de réponse que vous vouliez apporter? Ouais, c'est une bonne question. En fait, on s'est rendu compte assez vite que la société évolue et que maintenant, les gens, ils cherchent à faire du sport, mais pas que du sport. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent à passer un moment qui est social. Donc, du coup, le fait de pratiquer le foot à 5 fait qu'on choisit les gens avec qui on joue, contrairement à un club. Donc, du coup, on joue avec ses potes. On répond vraiment à ce besoin de jouer avec ses potes. On a une version du foot dans le foot à 5 qui est un sport beaucoup plus fun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de faire de l'activité physique, mais ils n'ont pas envie de souffrir. Ils ont envie de ludique, ils ont envie de s'éclater, de rigoler, etc. Et ils veulent faire ça sur un laps de temps réduit. Donc, du coup, nous, on leur propose de faire du sport, de le faire avec leurs copains, et en même temps, sur place, on peut boire un coup entre amis, débriefer le match, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ce besoin principal auquel on répond. L'autre point, c'est que je pense qu'on a beaucoup pensé le sport en France en tant que compétition. C'est-à-dire que quand on veut s'inscrire dans un club, c'est pour faire de la compète, on n'a pas le choix. Et en fait, nous, la version du sport qu'on propose, c'est juste de la pratique loisir. C'est viens t'éclater, viens passer un moment fun sur un sport qui est accessible et qui est axé sur le plaisir. C'est vraiment ça qu'on offre à nos joueurs. Et le dernier point qui est important aussi, c'est que dans les grandes villes notamment, il y a une pénurie de terrains de sport qui est vraiment importante. Aujourd'hui, si on veut s'assurer un créneau, il faut aller jouer en club avec toutes les contraintes que ça amène, de la compétition, des horaires cadrés, le fait de pas choisir avec qui on joue, etc. Et du coup, implanter des fives au cœur des villes, au cœur du quotidien des Français, c'est hyper important. Et on le voit maintenant qu'on a 3 fives dans Paris. Joseph en parlait tout à l'heure. Il y en a eu un premier en 2012, mais maintenant en 2022, on en a 3 dans le 13e, dans le 17e, dans le 18e. On voit que l'emplacement, c'est clairement une des clés de notre métier. Ouais. Et j'ai envie de dire que tout ce que tu dis est super rationnel pour nos auditeurs, mais je tiens quand même à souligner qu'en 2008, donc il y a 14 ans, le fait de demander à des gens de payer pour faire du foot au-delà d'une licence de pratique ou au-delà de juste aller au parc du coin, c'était quand même quelque chose qui était pas acquis dans les habitudes de consommation. Et je tiens quand même à le dire parce que au moment où vous êtes lancé, ce qui vous a permis d'avoir la pénétration de marché que vous avez eue et les parts de marché que vous avez eues, c'était pas si évident que ça il y a 15 ans. Là où maintenant, c'est vraiment devenu un des angles de pratique fondamentaux des amateurs de foot en France. Non, mais t'as complètement raison. Et d'autant plus si tu t'adresses à un footeux qui a l'habitude de payer pas cher sa licence, voire d'être payé s'il a un bon niveau. Là, on lui dit, non, c'est l'inverse, c'est que tu vas payer à chaque fois que tu viens. Mais en fait, l'expérience est tellement différente. On vient pas faire 1 heure de foot. Ouais. On vient passer un moment avec ses copains, avec une expérience intégrale qui va de la pratique sportive jusqu'à boire un coup avec ses copains dans une ambiance hyper sympa. Ouais. Et puis d'ailleurs, les licenciés sont aussi des consommateurs de foot à 5. Moi, je le vois. Et puis, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'être, effectivement, comme tu dis, d'avoir des petits feats ou au moins à minima des primes de match. C'est quand même des consommateurs de foot à 5 en parallèle parce que ça répond à notre besoin aussi.
Tout à fait, mais aujourd'hui, c'est une minorité de nos clients. C'est vraiment des groupes de potes qui viennent s'éclater sur un terrain de foot, quel que soit leur niveau. C'est vraiment ça le cœur de notre cible aujourd'hui. Top. Et juste pour rebondir là-dessus, du coup, peut-être avec toi, Tony, sur la partie modèle économique. Quel est exactement le modèle économique de vos centres aujourd'hui? On parlait un tout petit peu en préparation du modèle que vous mettez en place avec les centres de Zidane aussi, mais quel est le modèle économique d'un centre de foot à 5? Ouais, on a 5 sources de revenus principales au Five. La première, c'est celle du démarrage dont on parlait Jo et Guy, c'est la partie jeux loisirs adultes. Donc où les gens viennent entre potes ou entre collègues jouer, sachant que maintenant ça se fait principalement dans des formats soit de championnat loisirs qu'on organise, où on leur organise un match toutes les semaines régulièrement à heure fixe, soit dans un format de créneau réservé à l'année qui leur permet en fait d'avoir leur créneau entre collègues, entre potes. Donc ça fait à peu près une petite moitié de notre activité. Derrière, on a les enfants, qui est une belle source d'activité, à la fois sur les anniversaires ludiques, mais aussi sur l'école de foot, qui maintenant passe à 100% via la joint venture qu'on a construit avec Zinedine Zidane, où on propose une école de foot à l'année et puis des stages pendant les vacances. On a démarré l'année dernière et on fait un énorme carton. On a déjà 3000 enfants inscrits dans l'école, ce qui fait une des plus grosses écoles en fait de foot existantes. Donc ça marche très très bien avec les enfants. Ensuite, on a une troisième cible, c'est les entreprises. Donc ça fait à peu près 10% de notre activité et c'est en très forte croissance. En fait, il y a un gros besoin des entreprises, soit d'offrir, d'aménager du sport pour leurs employés, soit d'organiser des réunions, des séminaires chez nous. On a un format, des installations qui sont top pour ça. Alors, à la fois en termes ludiques, on peut leur organiser tout type d'activité, que ce soit du sport ou autre chose, des activités d'incentive. Et on a le bar qui est génial, sur lequel on peut soit faire des réunions, soit faire des choses un peu conviviales. Ensuite, du coup, la quatrième activité, c'est le bar. Guillaume le citait, mais en fait, c'est une activité assez importante qui représente 15% à Paris, ça monte à 25-30% en province parfois. Donc, c'est vraiment une activité qui fait 19 heures pour se préparer, 19h30 ou 20h, je joue et je reste jusqu'à minuit. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre activité qu'on est aussi en train de développer pas mal. Et la dernière source, c'est les marques, qui est assez nouveau. Depuis le début, on travaille pas mal avec les marques parce que je pense que le concept était cool, fun au début. Là, maintenant, on a à peu près 3 millions de passages et avec une cible qui est ultra qualitative. C'est des gens qui dépensent pas mal pour leur santé et pour l'activité physique, voire pour le fun. Et derrière, qui est ultra régulière, une cible ultra captive qui reste des heures et des heures chez nous. Donc les marques s'y intéressent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% de l'activité, mais on n'écarte pas que ça représente 30-40% de notre activité dans le futur, parce qu'on a une traction très très forte des marques là-dessus depuis qu'on a un volume suffisant, depuis qu'on a ces emplacements parisiens, ce volume de joueurs. Donc ça, c'est nos 5 sources de revenus. Et après, il y en a une qui est pas une source de revenus, mais qui est un point hyper important sur auquel on tient beaucoup avec Guy et Jo, c'est la partie engagement social et solidaire. Donc on a une dernière cible en fait qui est pas une cible de revenus, parce que la plupart du temps on accueille ces cibles-là soit gratuitement, soit juste pour couvrir nos coûts. C'est tout ce qui est associations, collectivités, les clubs locaux, les groupements de quartier, etc. Sur lesquels on offre notre infrastructure sportive en fait pour développer tout type de programme, que ce soit sport et devoir, développer le sport féminin, développer des cibles en fait qui n'ont pas accès, comme disait Guillaume, aux infrastructures dans les clubs, parce que c'est pas ce qu'ils recherchent, ou on leur donne pas accès parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et là, du coup, on développe un certain nombre de programmes parce que nos centres sont souvent vides en journée, et du coup, on leur permet d'y avoir accès. Ça, c'est un point hyper important pour nous parce qu'il y a un aspect hyper vertueux autour de ça. On pense que si on donne accès à cette pratique sportive à tout le monde, ça va créer quelque chose en fait localement, un engagement qui est assez génial, et toutes ces populations se mélangent au final, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Donc, très clair pour l'utilisateur final. Juste de manière générale, nous, notre audience est très du milieu entrepreneurial et digital. Et moi, un sujet qui m'intéresse, c'est le côté, vous n'avez pas d'activité immobilière, du coup, liée au développement de votre structure. Vous êtes la plupart du temps ou exclusivement locataire des centres dans lesquels vous avez la pratique, ou il y a aussi ce sujet-là, pour faire un comparatif très gros, mais avec la réussite de McDo, qui était pas seulement basée sur le système de franchise, mais sur le côté propriété des lieux dans lesquels ils avaient leur franchise. Vous, il n'y a pas ce sujet-là que vous développez? On est majoritairement locataire et on a quelques bâtiments sur lesquels on est propriétaire ou copropriétaire avec la collectivité via des bails amphithéotiques ou des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on a démarré il n'y a pas très longtemps. C'est effectivement
hyper important de maîtriser le foncier parce qu'on a une activité très particulière avec des loyers très particuliers et une connexion avec la collectivité qui est très forte. Donc l'immobilier, c'est effectivement une problématique très forte. Mais sur le démarrage, c'est vrai qu'on n'avait pas eu forcément ni les moyens ni le modèle pour capter l'immobilier. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant. Je pense que ça représentera une majorité de ce qu'on fait dans le futur. Super clair. Joseph, peut-être pour revenir vers toi, alors je me souviens que la différenciation il y a 10 ans était beaucoup moins claire entre le futsal et le foot à 5. Je pense qu'il n'y a plus personne qui confond les deux pratiques. Mais il y a un sujet intéressant, c'est que désormais dans le futsal, maintenant il y a des droits qui commencent à être commercialisés, ou en tout cas il y a des organisations qui essaient de créer plus de visibilité sur la partie championnat pour en faire un vrai produit. Est-ce que tu penses qu'à terme, je sais qu'il y a 7-8 ans c'était très compliqué et qu'il y avait des tentatives mais que ça marchait pas très bien. Est-ce que tu penses qu'à terme le foot à 5 sera un produit commercialisable et diffusable? En fait, pour être franc, je n'en sais rien. Tout ce que je sais et tout ce qu'on sait, c'est que le foot 5, on l'a pensé, on l'a voulu et il existe comme un sport praticable, hyper praticable par tous, par le plus grand nombre. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sport ne peut pas être autant praticable et diffusable? Non, mais c'est pas dans son ADN en tout cas d'être diffusé. C'est parce que c'est pas non plus dans son ADN d'être un sport de compétition. Qu'il existe de la compétition autour de foot à 5, pourquoi pas, et c'est très bien. Nous, on en accueille d'ailleurs des compétitions, mais des compétitions loisirs. Le loisir, alors c'est à travers sa forme de jeu, le côté ludique, on va dire, c'est ce qu'on met en avant. Nous, le foot à 5 est un vrai sport, mais un sport qui par essence est ludique, un sport qui rapproche, un sport qui prône des valeurs comme la convivialité, etc. Donc le côté compétition, nous on court pas derrière et on ne court pas derrière sa diffusion. Est-ce qu'il est plus diffusable que le foot à 5, que le futsal? Je ne sais pas, ce serait des professionnels de l'audiovisuel de se déclarer, mais l'ADN de notre sport, c'est vraiment la pratique loisir, c'est vraiment le jeu, c'est vraiment la convivialité, et disons que on cherche à développer des actions qui ont de plus en plus de sens. On cherche à élargir le spectre du foot à 5, notamment à travers ces programmes de diversification pour l'élargir au plus grand nombre, avec comme le programme Ça joue pour tous, on y reviendra. Mais voilà, c'est pas un but en soi de notre côté de rendre ce sport diffusable. Ouais, c'est pas un point de développement de l'autre côté. Super clair et ça fait assez sens d'une manière générale. Et du coup, pour revenir là-dessus, donc Guillaume, peut-être, enfin vous focalisez justement sur le côté pratique et sur le côté convivialité. Quel est l'apport de la pratique du foot à 5 par rapport au football d'une manière générale? Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça aide? Comment est-ce que ça aide un footballeur à s'accomplir de meilleure manière dans sa pratique générale du football? Ouais, alors soit un footballeur à s'accomplir, soit un non-footballeur à découvrir le foot. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment ces deux axes-là. Nous, on a toujours été étonnés par une stat, c'est qu'en France, il y a quasiment 40% des gens qui kiffent le foot, qui le regardent, qui l'ont pratiqué dans la cour d'école, au parc avec leurs copains, etc. Et il y a 3% qui sont licenciés. Donc ça veut dire qu'il y a un trou de 35%. Et en fait, je pense que c'est un peu ce trou-là qu'on vient servir, parce que notre version du foot, elle est beaucoup plus accessible. Le fait de plus avoir de contraintes horaires, d'avoir les balustrades qui pardonnent beaucoup les erreurs techniques aussi, parce que le ballon il va revenir, etc. Qui est moins de contact, donc moins de blessures, moins d'agressivité, beaucoup plus de fair play, etc. Je pense que ça répond vraiment c'est un complément au foot traditionnel qui est vraiment intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est que souvent quand on joue, quand on est licencié, la qualité du terrain est très souvent liée au niveau auquel on pratique. On connaît tous, je suis en équipe 1, j'ai le terrain d'honneur le samedi soir. Par contre, je suis en 2, j'ai le champ de patates au fond de la cour. Au 5, c'est très différent. Tous les terrains sont les mêmes, ils sont accessibles par tout le monde sans aucune discrimination. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de la qualité du terrain, on est allé plus loin, notamment sur le côté digital. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sort d'un 5, on a la vidéo de son match,
les buts qui sont découpés, les meilleurs moments, ces statistiques individuelles. On sait qui a tapé dans le ballon le plus fort, qui a couru le plus vite. Ouais. Et tout ça, d'habitude, c'est réservé au monde professionnel. Donc là, on donne accès à une qualité de terrain, d'expérience, etc., quel que soit le niveau du joueur. Et ça, on trouve que c'est super intéressant. Ouais. Et ensuite, je pense on est en train de créer là récemment, Tony en parlait tout à l'heure, des vraies passerelles entre le monde professionnel qui est un peu une bulle, qui est hyper quali, etc., et le monde amateur, qui a plus de mal à avoir accès aux meilleures installations, etc., qui sont hyper puissantes. L'exemple du Zidane Five Club est hyper intéressant, je trouve. C'est-à-dire que les enfants, ils ont accès à un contenu pédagogique qui a été pensé par Zizou, avec la vision du football de Zizou, qui est axée sur le plaisir du jeu, etc. Et ça, c'est assez incroyable. Zizou, c'est l'entraîneur du Real Madrid. En fait, il a aussi un programme pédagogique pour les enfants de tout niveau et qui n'est absolument pas axé vers la détection des talents, comme souvent dans le monde pro, avec les centres de préformation, formation, etc. Mais qui est vraiment pour tout le monde et qui est vraiment sur viens te faire plaisir en faisant un five avec ma vision du foot. Donc ça, c'est assez génial. L'autre passerelle qu'on a créée très récemment, c'est avec l'Olympique Lyonnais, donc le 5OL. C'est un bon exemple. On est au pied du Groupama Stadium, donc l'emplacement est dingue. Faire son five en face du Groupama Stadium, c'est assez fou. Du coup, nos joueurs, qui sont des joueurs loisirs, ils croisent régulièrement les pros. Sur un anniversaire, ils vont faire une visite du stade avec la mascotte, le musée, etc., entre la partie de five et le goûter. Du coup, on croit beaucoup à ça, de faire des vrais traits d'union entre le monde pro qui est un petit peu satellisé et le monde amateur qui est souvent sur les champs de patates, et de trouver un peu la passerelle entre les deux pour amener de l'expérience professionnelle à des joueurs loisirs. Joueurs loisirs. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça recoupe bien ce que vous avez développé déjà historiquement, c'est la notion d'expérience autour de sa pratique du foot. C'est vrai que le côté, quand tu es licencié dans un club de foot, tu vas à ton entraînement, tu rentres à la maison, et en général, il y a très peu, en tout cas en banlieue parisienne et en région parisienne, clairement, toute l'expérience autour du match n'existe quasiment plus. L'expérience potentiellement que tu avais même avec le bénévolat il y a 20 ans, avec les buvettes, etc., ça a relativement disparu. Vous, non seulement vous avez réussi à faire ça dans vos centres, mais en gros, l'idée, c'est de l'augmenter aussi autour de la pratique de son petit match de foot à 5. C'est tout ce qui va arriver à côté pour en faire une expérience complète, ludique et qui correspond à un ensemble, à un public beaucoup plus large, quoi. Non, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on s'adresse pas qu'aux footeux. Ouais. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont pas assez passionnés par la pratique du foot pour prendre une licence. Par contre, l'expérience totale, ils s'y retrouvent complètement et du coup, ils se mettent à faire du foot. Et d'une manière générale, un peu pour rebondir là-dessus, Tony, quelle autre discipline a ce genre de vertu? J'imagine que la pratique du foot à 5 est celle vers laquelle vous êtes naturellement allé du fait de l'audience assez large, mais j'imagine que vous avez testé pas mal de choses, vu pas mal de choses, et on parlera du paddle juste après. Mais quels autres genres de sports proposent ce genre de vertu? Ouais, effectivement, c'est une vraie tendance de fond. C'est ce que disait un peu Guillaume en introduction. Je pense que les gens prennent de plus en plus conscience l'importance de l'activité physique, donc ça croît à la fois dans les entreprises, chez les particuliers, etc. Ils veulent le faire de façon simple, fun, ludique, avec les gens qu'ils ont choisis, leurs potes ou leurs collègues. Et ça, du coup, en fait, ça crée un besoin énorme. Et il y a un certain nombre d'acteurs innovants qui, du coup, se mettent à créer des pratiques qui s'éloignent des contraintes dont Guillaume parlait, de technique ou d'infrastructure, pour créer, souvent basés sur des sports classiques, mais des versions ludiques qui permettent en fait d'étendre la pratique à tout le monde. Là, on a beaucoup parlé de foot à 5, on n'a pas parlé beaucoup de chiffres, mais le foot à 5 aujourd'hui, c'est 5 millions de pratiquants en France. C'est monstrueux. Tu vas pas avoir le premier sport en France classique, c'est 2 millions de pratiquants, c'est le foot. Après, tu as 1 million, c'est le tennis. Après, il y a le rugby. Donc, c'est des sports qui sont massivement pratiqués. Mais là, on passe à 5 millions dès que tu ouvres la pratique et les infrastructures à tout le monde, en fait. Parce que tout le monde peut le pratiquer sans
aucun niveau, sans aucun besoin. Tu peux avoir, comme disait Guillaume, la meilleure infrastructure quand tu veux. Et ça, du coup, ça ouvre à pas mal de nouvelles activités. On peut citer l'escalade de blocs qui se développe à fond. Avec la marque Apic, c'est ça. Copains, Darkos, Climb Up, etc. Il y a le paddle, dont on va parler après, qui se développe très fort. Il y a le Small Group Fitness, donc une version du fitness développée par pas mal de monde, essentiellement aux États-Unis, mais ça vient pas mal en France avec les épisodes, Zone Révolution, etc., qui est une version un peu sport-co et fun et ludique du fitness, qui donne un peu cette révolution de c'est accessible à tout le monde, même si je suis pas motivé au départ, même si je suis pas quelqu'un qui va se buter à la salle 2 heures par semaine, en fait, je peux y aller avec mes potes et c'est cool. T'as le basket 3-3 qui est venu un petit peu en France, c'est timide pour l'instant, mais ça pourrait se développer. Et puis t'as des sports qui émergent dans d'autres pays, c'est pas encore le cas en France, mais qui pourraient exploser en France. On peut citer le pickleball aux États-Unis qui explose, le top golf qui est une version ludique accessible à tous du golf, etc., etc., etc. Donc nous on croit vraiment à l'explosion de ces pratiques, au développement de ces pratiques pour chaque type de public. On verra avec le paddle après que ça s'adresse à d'autres types de publics. Le foot est quand même assez masculin et assez population 25-40 ans. Donc il en faut aussi pour tout le monde. Donc il y a d'autres pratiques qui viennent sur d'autres sports. Et nous, depuis quelques années, on a vraiment mis un accent fort sur le paddle parce qu'on pense que c'est vraiment un de ceux qui a le plus fort potentiel, en tout cas en France aujourd'hui. Et vous n'avez pas l'air d'être les seuls, on en parlait un petit peu, donc la Fédération internationale de paddle, donc il y avait une fédération déjà existante en Espagne, là on voit que QSI a lancé son propre parcours avec un premier événement au Qatar il y a quelques semaines, avec un événement notamment cet été à Roland-Garros, donc on voit que le paddle prend pas mal. Vous, et j'imagine que le sujet de mixité que tu commences à évoquer, Tony, est un sujet important pour vous en termes de centre, d'accueillir un public de plus en plus mixte. Mais si on revient là-dessus avec toi, peut-être Guillaume, pourquoi avoir beaucoup misé, vous, dans votre stratégie future sur le paddle? Ouais, c'est marrant parce qu'en ce moment, le paddle fait l'actualité, comme tu le dis, mais il faut voir d'où on démarre. Nous, on démarre en 2014 avec l'installation de premières pistes de paddle dans des fives. À l'époque, il y avait 50 terrains en France, quand il y en a 1200 aujourd'hui. Et le premier combat, c'était d'expliquer qu'il fallait pas une rame et une planche, que c'était pas du stand-up paddle et que c'était une forme de tennis simplifié, etc. Donc c'était un autre monde. Donc ça fait plaisir que maintenant déjà on nous pose la question et qu'on cite QSI et tout ce qui est en train de se passer. Nous, le paddle, c'est ce que disait Tony, on a misé dessus parce qu'on retrouve exactement le même ADN que le foot à 5. C'est hyper ludique, hyper accessible, hyper convivial. C'est un sport co. La cible est beaucoup plus large. C'est vraiment du 7-77 ans et autant hommes que femmes. Donc ça, c'est hyper intéressant pour féminiser et rajeunir et senioriser notre cible. Donc on devient vraiment un lieu de vie pour toute la famille. Donc ça, c'est top. Et dans le padel, il y a vraiment une culture sociale, rencontre, troisième mi-temps obligatoire, etc., qu'on adore et qu'on développe énormément. Donc, on a retrouvé cet ADN, donc ça nous paraissait le choix le plus logique dans la diversification de miser sur ce sport-là. Alors, sans te mentir, les premières années ont été compliquées, hein, mais là, on voit que on voit que ça commence réellement à prendre. Nous, notre stratégie en 2014, ça a été vraiment d'installer des pistes de paddle dans les fives, donc au contact de nos joueurs de foot, parce qu'on n'a pas la puissance de frappe pour communiquer massivement comme ça se fait aujourd'hui, médiatiser le sport, etc. Donc, on s'est dit, mettons-le vraiment visuellement au contact des joueurs de foot et faisons-les essayer. Et je pense que cette stratégie, elle a été super intéressante pour démocratiser le sport avec peu de moyens finalement. Et aujourd'hui, on le voit dans nos centres, il y a peut-être un tiers des gens qui viennent des sports de raquettes traditionnels, tennis, etc. Mais il y a aussi un tiers qui viennent du foot et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils retrouvaient le même plaisir, même si c'est complètement différent parce qu'on remplace le ballon par une balle et le pied par une raquette, mais c'est vraiment le même état d'esprit. Et un tiers de gens qui sont complètement novices dans ces sports et qui ont juste découvert un sport qui est peu exigeant physiquement, hyper accessible techniquement et où on rigole énormément et on passe un bon moment. Donc du coup, ça c'est super intéressant. Là, honnêtement, en 2022, on est hyper satisfait de voir ce boom du paddle en France.
qui est lié beaucoup à la multiplication des lieux de pratique, hein, parce que c'est essentiellement aujourd'hui 80% des joueurs ils jouent dans des structures privées, donc c'est essentiellement grâce à tous les entrepreneurs en France qui se sont lancés dans ce sport un peu dingue sur les dernières années et qui ont proposé des infrastructures. Parce que c'est ça qui marche, mais aussi on est hyper satisfait du boulot avec la Fédération française de tennis qui a vraiment pris ce sujet très au sérieux, à bras le corps, et avec qui on bosse vraiment main dans la main, et ça c'est hyper intéressant. Ils nous ont invités, on est membre du Conseil national du paddle qui guide toutes les réflexions du développement, qui est vraiment le véhicule de recommandations et de décisions sur la partie paddle. Et on a un siège, on a un siège dans ce conseil, donc c'est top, et ça symbolise bien la volonté de la FFT de développer ensemble, qu'on soit structure publique ou privée, la pratique du paddle. Ouais, et j'allais dire, c'est super intéressant. Je me souviens de conversations, je crois que c'était en 2018, où justement la fédération de tennis commençait à anticiper un peu ça pour éviter d'avoir le même phénomène que la FFF fondamentalement avait eu sur le foot à 5, et plus accompagner vraiment ce développement parce que chacun a des bénéfices à retirer, côté privé ou côté organisation plus associative. Et c'est super intéressant. Et la FFT est super puissante, et notamment le Roland Garros, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans le monde, hein, ouais. Pas en France, vraiment dans le monde. Et le fait là qu'ils aient réussi avec la FIP et avec le support de QSI à instaurer la première étape au mois de juillet réelle dédiée au paddle à Roland Garros, c'est vraiment incroyable, et pour le paddle français et pour le paddle dans le monde. Donc ça c'est top. On est impatient d'aller voir ça. Moi aussi. Et donc pour revenir là-dessus, Joseph, donc la stratégie, Guillaume a commencé à en parler, mais sur la stratégie de développement, est-ce que la stratégie de développement autour du paddle est relativement similaire à la stratégie que vous avez mis en place sur la partie Le5, tant sur la pratique, l'acquisition utilisateur, le côté branding de cette activité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors déjà, tu notes que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en notre stratégie sur le paddle, ça a été d'abord de faire des tests en y mettant quelques terrains, en mettant quelques terrains au milieu de nos centres, hein, pour voir un peu si ça prenait. Mais en 2008, le virage a été pris de façon assez forte. On s'est vraiment lancé sur le paddle. On a créé une marque qui est la marque For Paddle qu'on dissocie complètement de la marque Le5. Les deux appartiennent au même groupe, mais on veut vraiment que cette marque vive d'elle-même. On a créé des centres quand les deux activités se trouvent réunies, avec des dissociations de parcours clients. En gros, ceux qui viennent jouer au paddle se retrouvent dans un univers quasiment exclusif paddle, avec des vestiaires où ils ne retrouveront que les joueurs de paddle, des toilettes où il n'y aura que des joueurs de paddle, et surtout ces détails-là. Les footeux et les joueurs de paddle puissent pas pareil. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre podcast. Non, et surtout que l'espace de jeu, si tu veux, soit dissocié. Ça, c'est hyper important pour éviter qu'il y ait des éléments de perturbation, etc. Par contre, le sports bar est le lieu où on se réunit. D'accord ? Le sports bar réunit le For Paddle et le 5, tous autour d'un verre et d'un match, parce que je pense que par exemple les diffusions de matchs de Ligue des Champions qu'on joue au paddle uniquement, au paddle et au foot, ou qu'au foot, on est tous plutôt passionnés et se retrouvent devant les mêmes diffusions de matchs. Donc déjà ça, tu vois, en t'expliquant ça un peu pose les jalons de la stratégie de développement. La stratégie de développement, c'est évidemment de continuer à faire ce qu'on fait quand ça s'y prête, à avoir dans un même lieu un For Paddle, un 5 avec un même sports bar, et d'ailleurs potentiellement demain avoir une autre activité, mais avec une marque propre également. Tu vois, si demain on fait du small group fitness ou on fait de l'escalade, on aura une marque d'escalade ou une marque de small group fitness qui sera à nos côtés. Voilà, on va pas élargir sur ce sujet, mais donc on pourra retrouver et continuer à retrouver des For Paddle qui jouxtent des 5, mais on pourra aussi voir des 5 tout seul.
comme c'est le cas dans bien des centres, mais des forts padel, ce qu'on appelle pure player, des forts padel tout seul, voilà, comme on en a déjà un sur Toulouse, Colomiers, où on a 8 pistes de padel intérieures plus 3 extérieures avec un centre plutôt un des plus grands centres de France, qui accueillera d'ailleurs les épreuves du World Padel Tour du mois de juin diffusées par Canal+. Ce type de modèle, on espère le dupliquer. Où est-ce qu'on veut le dupliquer? Plutôt dans des zones de chalandise assez grandes, comme c'est notre marque de fabrique. Avec le Five aujourd'hui, on s'est recentré, le groupe s'est recentré sur des centres plutôt de taille importante, dans des zones denses. Donc on le fera de la même manière sur le padel. On a tendance à regarder toutes les zones, mais on essaye de concentrer nos efforts alors sur les grosses zones de chalandise dans des gros centres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas demain des exceptions à ça, hein. Voilà. Le fait est que le padel a besoin de prendre des positions, donc on a une démarche très active et une volonté très forte de développer le padel aujourd'hui dans les années à venir. On regarde toujours pour mettre du foot et on continuera à mettre des centres de foot, mais vraiment le padel occupe 70% de notre regard et notre attention sur la stratégie de développement. Par contre, on ne fera pas du développement tout azimut en se disant qu'il faut absolument prendre les places et que les candidats franchisés qui nous sollicitent chaque jour, on y réponde forcément en masse. Ce qu'on veut, c'est que les centres Fort Padel, qu'ils soient en propre ou en franchise, soient vraiment des centres de qualité. Ça, on s'y attache. C'est notre marque de fabrique on a pris ce virage-là on pensait depuis toujours, mais là, réellement, on le fait avec une structuration et une rigueur hyper importante. Donc, on prend le temps. On veut que les centres soient qualitatifs, soient potentiellement de bonne taille, puisqu'on considère qu'un centre de bonne taille, c'est un centre minimum 5, 6, voire 7, 8 terrains. Voilà, on va dire qu'on descendra pas en dessous de 6 ou rarement, pour que justement il y ait l'animation, il y ait l'offre qui puisse s'y développer, l'offre de tournois notamment. Donc la stratégie de développement, on va dire qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on a fait sur le foot, mais avec une volonté très forte de ne pas reproduire des erreurs de centre de taille mal dimensionnée, trop petit par exemple. Ouais. Donc on prendra le temps et on fera en fonction de la pertinence des opportunités. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Samuel, mais ouais, si, ça y répond, mais c'est marrant. Enfin, d'une manière générale, vous répondez à pas mal de mes questions. Là, j'étais en train de me faire le petit résumé d'où on en est, mais en gros, l'emplacement géographique est super important, l'élément de convivialité est super important, et là maintenant la dimension multisport de ces centres pour pouvoir capitaliser plusieurs services avec plusieurs sports dans un même lieu semble être une autre des directions que vous voulez prendre. Avec réellement cette notion, parce que multisport, ok, mais ce qu'on veut que les gens retiennent et ce qu'on veut marquer, c'est multispécialiste, donc multimarque. Le Five, c'est le foot. Fort Padel, c'est le padel, tu vois. Et demain, si on fait du basket, on aura un partenaire ou une marque de basket à nos côtés, quoi. C'est voilà, les gens qui composent padel sont des joueurs de padel, ont cette culture, viennent de cet univers. Par contre, ils rejoignent l'ADN du Five, c'est-à-dire démocratisation du sport, ouverture au plus grand nombre, et qu'en gros on ne s'adresse pas qu'aux joueurs de padel, on s'adresse à tous ceux qui veulent demain s'éclater avec une nouvelle pratique, tu vois. On ramène beaucoup de footeux vers le padel sans que ce soit forcément à sens unique en fait, hein, tu vois, mais voilà. Ouais, super intéressant. Et par contre, donc le Fort Padel, par contre, vous développez tout en interne, donc c'est au sein de la maison Le Five, oui. Mais potentiellement, si je comprends bien, il y aura aussi le potentiel de se dire, on va s'associer à d'autres organisations qui ont leur propre spécialité pour dire, ajouter d'autres organisations, potentiellement licencier le modèle et pour faire partie de l'infrastructure que vous créez d'une manière générale, mais avec cette notion de dire, en tout cas, on va pas aller dans un sport si on va pas être les experts sur le sujet. C'est ça, tout à fait. Top. Et du coup, juste pour finir un peu sur ce sujet du padel, peut-être Tony avec toi. Tout à l'heure, je crois que c'est Guillaume qui mentionnait le fait que un des trucs très bien dans le foot à 5, c'était le côté
les carences techniques foutent pas en l'air la partie générale pour tout le monde. Quels sont les gros avantages selon toi du paddle et qui en fait un sport qui devient aussi populaire? Bah oui, c'est à peu près les mêmes, hein. C'est ce que tu disais et ce que disait Guillaume sur le foot, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les barrières techniques. Donc le grand terrain, on met un petit terrain, le sol qui peut être des fois des surfaces rapides ou compliquées à jouer, bah là on met la pelouse synthétique qui est la surface la plus simple à jouer en termes de rebond, etc. On met une raquette pleine, donc il n'y a plus de problème du cordage, de faire des boisés, etc. Vous envoyez à peu près tout le temps la balle. Et on met une vitre et des parois qui permettent de tout le temps envoyer la balle. Donc si vous êtes passé par la balle, il revient tout le temps devant. Et en plus, sur un terrain qui est du coup 2 fois plus petit, on met 2 joueurs au lieu de 1 pour rattraper la balle. Donc quand vous l'avez loupé, votre partenaire la reprend. Donc c'est un peu tout ça qui fait que en fait tout le monde peut venir jouer. Et ça explique un peu l'engouement actuel. Faut te donner quelques chiffres. En fait, aujourd'hui, on a déjà 1200 pistes de paddle en France. On va sur à peu près 200 000 joueurs, on pense, là, sur 2022. Donc, tu vois qu'on s'approche déjà pas mal de certains sports co. Du coup, nous, on est assez fiers, du coup, d'avoir été un des pionniers sur ce sport-là en France. On est aujourd'hui clairement le leader en France avec une centaine de pistes. Sachant qu'il faut préciser aussi qu'on est, nous, quasiment, on a quelques pistes outdoor, mais on est quasiment 100 pistes indoor. Donc c'est aussi associé à cette pratique ludique qui va avec le sports bar, etc. Et derrière, bah, le potentiel, un peu comme disaient Guillaume et Joseph, il est immense. Quand on regarde les autres pays qui ont développé le paddle, tu as des pays qui sont sur une trajectoire intermédiaire comme la Suède ou l'Italie, qui ont déjà 5-6 000 pistes, qui vont sur le million de joueurs. Donc, on se rapproche là déjà des nombres de joueurs de tennis, par exemple. Tu vois. Nous, on est assez persuadés derrière qu'on va plus loin quand on regarde les pays très développés comme l'Espagne ou l'Argentine, qui font du 10-12 000 pistes, qui font 3-4 millions de joueurs, que le paddle, comme le foot à 5, va dépasser tous les sports traditionnels, tennis, foot, etc., pour apporter quelques millions de joueurs. Et c'est là qu'on voit un peu sur cet aspect multisport que quand tu sommes un peu tous ces sports ludiques, tu arrives à toucher vraiment tout le monde, voire les sports rebondissent les uns sur les autres. C'est-à-dire que nous, on voit foot à 5, ça a été initialement très, très masculin, assez jeune, voilà. Et on voit là, avec ces histoires de nouveaux sports ludiques qui arrivent, qui sont beaucoup plus mixtes, qui concernent des gens potentiellement plus âgés, que ça rebondit sur le foot. Et tous les efforts qu'on fait, nous, depuis un certain nombre pour que le foot soit plus féminin, plus mixte, qu'on ait un certain nombre ça vient aujourd'hui. On le sent vraiment dans le foot à 5. Il y a un gros élan là-dessus. On avait peut-être 3% de filles il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on va à 10, certains sentent 20%. Donc, en fait, cette pratique ludique, ça fait aussi comprendre à tout le monde que ces sports-là peuvent être accessibles à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit d'où il vient, ce qu'il fait, sa condition physique, etc. Et on pense, nous, ça va rebondir sur toutes les activités. C'est-à-dire que le foot à 5 demain, se jouera de 7 à 77 ans comme le paddle. Il y aura des hommes et des femmes quasiment à égalité, et ça sera ça sur tous les sports. Et là, le paddle montre un peu la voie parce que c'est vraiment, il est parti comme ça en Argentine, en Espagne. Il est parti quasiment 50-50 hommes-femmes, tous les âges, tous les types de population, des gens qui étaient en forme, d'autres moins, etc. Donc ça montre un peu la voie. C'est pour ça qu'il est super intéressant ce sport. Ouais, finalement, les sports que vous développez vont attirer une audience réciproquement, en fait, de ce que tu sembles dire. Intéressant. Et juste, dernière petite question, peut-être en 2 mots, et je sais pas pour lequel d'entre vous, mais en 2014, pourquoi avoir commencé à mettre des efforts sur le paddle plutôt que sur du squash, par exemple, qui était sans doute plus populaire à l'époque? Je pense que le premier point, le squash, on en a quelques-uns dans le réseau. Je pense que le premier point, c'est l'accessibilité du sport. Faire du squash, je sais pas si t'as fait, mais au bout de 45 minutes, t'es carbonisé. Donc c'est pas évident. Techniquement, c'est pas évident, et on voit beaucoup moins le côté fun convivial parce que c'est un sport individuel. Donc en fait, on cherchait vraiment cet ADN sport co, parce que sport co dit chambrage, dit troisième mi-temps, etc. Hyper accessible. Et quand on a découvert ça en Espagne un peu par hasard, on est revenu de vacances, on a fait c'est bon, on a notre futur sport, et tant pis, même si personne sait ce que c'est et qu'on va nous dire qu'on fait du stand-up paddle, on l'attente et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, intéressant. Je crois une autre initiative dont vous vouliez parler un petit peu, c'est l'initiative Ça joue pour tous. Joseph, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, c'est déjà avant d'être une initiative, si tu veux, c'est une forme d'affirmation de notre identité
et de ce qu'on fait depuis toujours. C'est dans notre ADN, si tu veux, depuis l'origine du Five, de discuter avec la collectivité, de créer des passerelles entre le sport dit public et nous, ce qu'on a mis en place, qui est, si on ne regarde que le squelette de ce qu'on fait, c'est du sport privé. Et si tu veux, dès le démarrage à Bobigny notamment, on a discuté avec la collectivité sur des bases très simples en disant voilà, on est ouvert et on accueille des gens qui payent le soir, le week-end. Bon, plutôt que de laisser nos terrains vides, comprenez que vous pouvez venir jouer avec les scolaires, les centres de loisirs et les gamins de la ville ou autres en journée. Et on a depuis, entre guillemets, on s'est dit ça, c'était le principe de base. Alors évidemment, on a conventionné à travers de la gratuité ou des tarifs hyper réduits. Et c'était un schéma assez simple et assez sain. Et ce schéma-là, en fait, il se trouve qu'on l'a dupliqué, on l'a répliqué de façon naturelle à chaque ouverture de site. Et ça fait partie intégrante de notre identité. Donc d'ouvrir nos portes presque en premier lieu à la collectivité, donc les scolaires, les assos, les centres de loisirs. Et en parallèle, on a aussi évidemment toujours accueilli de façon très ouverte les associations solidaires et les actions solidaires de manière générale. Donc voilà, cette façon de faire, on a voulu un peu la structurer et la remettre en avant en expliquant que ça peut rentrer dans une forme de programme. Le programme Ça joue pour tous, parce qu'en fait, ce qu'on faisait de façon assez naturelle, on le rend presque obligatoire sur l'ensemble de nos sites. C'est-à-dire que chacun des directeurs de centre a cette mission-là, a cette mission d'animer et d'activer ces passerelles, d'accueillir un nombre d'associations assez important. D'ailleurs, c'est vraiment dans sa feuille de mission, et quand on regarde à la fin du mois ou à la fin du trimestre un peu comment l'état de santé du site, on regarde autant les résultats commerciaux que le nombre d'associations accueillies, le nombre d'enfants accueillis. Voilà, donc mise à dispo des terrains pendant la journée et les vacances scolaires, partout. Ça, de toute façon, il y a des besoins partout. On se rend compte notamment, par exemple, si on prend juste on fait un focus sur la ville de Paris. La ville de Paris est une ville qui est plutôt bien dotée en matière d'enseignement et en matière de services à tous les niveaux. Par contre, la pratique sportive est un peu contrainte puisque les équipements sont vieillissants, il y a un manque de place de manière générale, et il n'y a pas de raison que nous on joue pas notre rôle là-dessus. Vous voyez, et j'allais dire, tu te présentes comme entrepreneur parisien maintenant, mais là, il y a ta vulnérabilité sociale de mec du 93 qui veut quand même transmettre autant que possible. C'est pas une vulnérabilité. Je pense pas que ce soit une vulnérabilité. C'est vrai que si tu veux, c'est bête, hein, mais on a grandi avec aussi une forme de lien fort avec les services de la ville. Ouais, tu vois, peut-être il y avait ce truc-là, ouais, où ton interlocuteur principal pour toutes les questions et pour tout et n'importe quoi est la municipalité. Et c'est aussi de cette façon-là que s'est construite et composée la France, hein. C'est que ouais, la municipalité est le lien principal entre toi et la pratique sportive, entre toi et la pratique sociale et culturelle de manière générale. Donc nous, ouais, on a rebondi par rapport à ça au démarrage en allant s'adresser à un maire à qui on a proposé de venir, et quand il nous a dit ok, est-ce que tu veux en échange, on a dit bah, on a besoin de rien, puisque oui, on se débrouille un peu. Ouais. Ça c'est voilà, c'est cette passerelle là entre l'entrepreneuriat, le sport et la pratique privée, et le monde de la collectivité, le monde du sport public, la pratique publique. C'est peut-être ça qu'on est en train d'essayer d'écrire, pour dire que nous, tant qu'on est rentable et qu'on coule pas et qu'on meurt pas et qu'on continue à pouvoir se développer, bah tout le reste on peut le faire. Donc tu vois, la philosophie est celle-ci, et on l'a traduite à travers le programme Ça joue pour tous. Tu vas pouvoir voir à Paris 17e en journée
l'association Emmaüs par exemple qui occupe nos terrains avec un programme de socialisation par le sport, tu vois, des sans-abri qui sont complètement en marge de la société, mais tu vois, à travers le foot et à travers la pratique régulière dans un cadre qui est pas forcément le leur, c'est le cadre de tous. Et tu vois, pour eux, le cadre commun n'est plus forcément le leur. Et tu vois, là, ils jouent sur les mêmes terrains que les gars de Samsung qui descendent de leur siège social et qui viennent jouer le soir, tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est t'en parles avec vulnérabilité. C'est pas une vulnérabilité de l'avoir fait, au contraire, c'est plutôt une fois que tu as acquis le côté entrepreneurial et que maintenant tu es un vrai Parisien, maintenant tu peux aussi transmettre et rendre, entre guillemets, des trucs qui sont importants. Il y a cette notion-là qui est un peu, c'est vrai que ça fait quand même bientôt 15 ans qu'on a démarré cette aventure entrepreneuriale, et on est peut-être un peu plus concentré sur comment rendre ce que la société nous a donné, parce que en réalité on a rien pris à personne, on a aussi autant apporté que pris quelque part. Mais quand je dis la société, c'est vrai que une réussite entrepreneuriale se doit de regarder la restitution possible. Enfin, quelle est la restitution possible? Ouais. Et ça en fait partie, clairement. Ouais. Et du coup, on consacre beaucoup de temps, des équipes qui font en sorte que les petites initiatives locales prennent de l'ampleur pour donner des partenariats nationaux, comme celui avec Grandissons Ensemble, avec Priorité Enfance, avec des associations qui permettent l'inclusion des filles dans le football pour développer la pratique mixte et féminine, comme Graines de footballeuses, etc. T'as remarqué que j'essayais d'en citer pas mal parce que c'est toujours un sujet. J'allais dire le name dropping, là tu fais de la publicité. Bah ouais, mais c'est des assos qui méritent qu'on les cite, tu vois, et j'en profite parce que c'est vers elles qu'on a toujours envie de donner et d'apporter un max de lumière. Donc voilà, bon, c'est pas le sujet du podcast, mais je voulais aussi, voilà, te décrire. On fera le nécessaire pour transmettre en tout cas et donner de la visibilité à des associations qui le méritent aussi. Exactement. Donc, et on souligne aussi, sans faire de name dropping là pour le coup, qu'on a des partenaires que tous nos partenaires essayent de suivre cette démarche, et notamment on est très fiers de voir qu'Adidas, à travers le programme Adidas Football Collective, s'inscrit vraiment là-dedans. J'espère que dans les différents podcasts que tu mènes, tu auras peut-être l'occasion de regarder ces marques et ces acteurs du sport qui s'engagent fortement sur des sujets sociaux et sociétaux. Mais bon, voilà. Complètement, avec grand plaisir. On n'arrive pas loin de la fin, mais moi j'avais une question, et peut-être pour vous, Guillaume et Tony. Encore une fois, nous on a une audience très entrepreneuriale. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à développer le business? Quelles sont les recommandations? Quelles sont les qualités principales qui font que vous en êtes là aujourd'hui? Parce que quand même maintenant, plus de 35 centres, je ne sais pas exactement combien ça représente en termes d'employés, la capacité de passer d'un sport à différents sports, à avoir une stratégie beaucoup plus globale autour de tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui selon vous? Je sais pas, moi je dirais deux choses, après je laisserai Guillaume compléter, mais le premier c'est un peu tout ce qu'on vient de dire avec Joseph, là, c'est-à-dire que je pense que entreprendre c'est une aventure assez particulière, mais là on a la chance en fait, quand on voit depuis ce qu'on dit depuis à peu près 1 heure là, c'est qu'en fait nous depuis le début ce qu'on fait c'est donner accès au sport au plus grand nombre en fait. Que ça soit à travers des offres fun et digital et etc., ou en ouvrant nos portes pendant la journée, etc. Et ça, en fait, ça donne beaucoup de sens. Et je trouve que ça inscrit l'aventure dans la durée. Si tu galères sur quelque chose qui a à moitié du sens, etc., quand t'entreprends, je pense que c'est compliqué. Là, nous, en fait, on a toujours ce sens, en fait, quand on se lève tous les matins, on donne accès au sport à plein de gens. Et comme disait Jo, voilà, des assos qui arrivaient pas à trouver des terrains, en fait, ils en ont là 2, 3, 4 fois par semaine, voilà, ou des gens qui faisaient plus de sport, ils viennent faire du paddle 4 fois par semaine. Alors ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de sport, donc il y a un truc autour du sens, je trouve, qui est important. Et le deuxième point, c'est vrai que juste pour intervenir là-dessus, pour une aventure entrepreneuriale, c'est vrai que vous êtes tous là depuis très longtemps dans cette même aventure, et il faut avoir ce côté motivation, être drivé par ce qu'on fait, quoi. Ouais, tout à fait. Et le deuxième chose, je trouve qu'il y a un autre secret de la durée. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent qui sont seuls, mais nous, je sais pas ce qu'en pensent Guillaume et Joseph, mais je sais pas si on aurait pu faire ce qu'on a fait en étant seuls. Honnêtement, le fait d'être 2, le fait d'être 3,
c'est un enrichissement perpétuel et un soutien perpétuel qui est, je pense, est une des clés de la réussite. Et aujourd'hui, en fait, on a à peu près 200 salariés, tu vois, un noyau dur qui est là depuis le début, puis qui s'est construit, puis les clients, puis maintenant les assos qui tournent autour. Voilà, le fait d'être tout le temps comme ça sur une aventure entrepreneuriale collective, en fait, je pense que c'est un truc aussi qui te tient dans la durée, qui fait qu'on se voit encore là-dedans dans 10 ans sans trop de soucis, puisqu'on n'est pas tout seul. Honnêtement, là, on vient de passer la période Covid. Tu te dis, passer cet aspect-là en étant seul, enfin, j'imagine même pas, en fait. On s'est soutenu à la fois au niveau des fondateurs, mais au niveau des managers, au niveau des centres, au niveau de tout. Et c'est ce qui fait que, je pense, on a vu pas mal de gens qui sont isolés, où on les a vus, on les rencontrait, ils nous disent, bah, écoute, moi, je suis chez moi, j'attends de sa page, j'espère que ma boîte va survivre et j'attends. Nous, en fait, on a fait le contraire. On était tous ensemble, on se réunissait régulièrement. On a révolutionné le digital. On a fondé la joint venture avec Zidane pendant le confinement. On a finalisé l'association avec l'OL pendant le Covid. On a sorti nos 3 centres parisiens, le centre lyonnais pendant le Covid. Donc, tu vois, le fait de ce collectif là qui était là, qui avait plutôt vraiment envie de se battre et d'en découdre, plutôt que laisser tomber la boîte. Ça, je pense, c'est un truc qui donne beaucoup de sens et de la longévité à cette aventure. Ouais. Moi, je suis complètement en ligne avec ça. Moi, je pense, si il faut le résumer à 2 mots, je pense que c'est vraiment le plaisir et la passion. Tu vois, le plaisir, pendant le Covid, là, ça a été très compliqué. On est passé pas loin de la correctionnelle. Et en fait, moi, ce qui me faisait peur, c'est de plus avoir ce quotidien de me lever le matin et de kiffer autant ma journée. Et parce que le Five, c'est vraiment une aventure collective. Maintenant, on est, pour répondre à ta question, on est plus de 200. Mais en fait, on est 200 à développer la boîte tous les matins et à se lever avec la banane et avoir l'envie de se développer. Donc, cette notion de plaisir, elle est assez dingue. Et l'autre truc sur la passion, on a grandi dans des vestiaires de foot, on y est encore d'ailleurs pour certains, et dans des clubs de tennis. Et vraiment réussir à twister ces pratiques-là avec les ingrédients qui nous font kiffer, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, de rendre le foot accessible même à ceux qui sont les moins techniques, de faire kiffer les gens au-delà de la pratique sportive, vers un moment beaucoup plus social et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui nous passionne profondément, et de toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus faire kiffer les gens. La vidéo, les stats, la qualité du terrain, l'expérience, la qualité du staff, etc. Bah, je pense, c'est la vraie passion qui nous anime tous et qui fait que, oui, effectivement, on aurait pu faire 3 boîtes différentes en 15 ans, mais en fait, celle-là, elle nous fait trop kiffer pour changer de secteur. Ouais, j'allais dire, en fait, vous améliorez votre propre pratique d'une certaine manière. On se fait auto-kiffer en même temps parce qu'on passe beaucoup de temps sur les terrains de foot et de paddle, on va pas te mentir. Top. Et avant-dernière chose, est-ce que vous avez des livres, séries, vidéos, films que vous pourriez partager à nos auditeurs? On aime bien faire ça en général, si vous avez 2-3 bonnes idées. Alors là, on en avait un qui nous avait marqué il y a quelques semaines. Là, c'est le docu sur Jack Burton, le fondateur de Burton Snowboard. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire sur la passion, le plaisir, etc. Parce que ce gars-là, alors lui, il allait plus loin que nous parce qu'il a inventé le sport et la pratique. Alors que nous, on a fait que dupliquer des modèles qui existaient déjà à l'étranger. Alors c'est déjà pas si mal, hein. Mais lui, il a carrément inventé un truc, une pratique, même une culture qui est hyper forte aujourd'hui. Et du coup, le docu est vachement intéressant parce qu'au-delà du fait que Burton soit une marque hyper rentable, qui font des super boards et plein de marge, bah le gars, il l'a pris par l'angle pratique, faire kiffer les gens, créer une communauté, etc. Et quand on voit son parcours dans le docu où à la base le snowboard c'était interdit dans les stations aux US et qu'il avait fallu aller convaincre chaque chef de station de laisser faire du snowboard, etc. Enfin, je vous raconte pas toute l'histoire, mais franchement, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, là, en termes d'entrepreneuriat et de révolution dans la pratique sportive, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'il a fait, ce regretté Jake qui nous a quittés il y a pas longtemps, malheureusement. Ouais. Génial, on partagera en lien aussi avec le reste du podcast. Et dernière chose, des personnes à recommander pour des prochains épisodes?
Ouais, on a parlé des autres sports là. Y a pas que nous qui développons ce type d'activité. Et, je pense qu'un truc qui pourrait être sympa, c'est d'aller vers notamment l'escalade. On a des copains qui font exactement ce qu'on fait avec les mêmes vecteurs de plaisir et de passion. Donc soit les copains d'Arcos, donc Greg, Steve, Samy, Elias, ou de Climb Up, François, donc qui font un boulot dingue sur cette activité-là. Avec la même passion que nous, ou les copains du Small Group Fitness qui est plus naissant, mais pareil, un boulot dingue, et je pense que ça va concerner des millions de personnes dans quelques années, de type soit Zone Révolution, Yone Marina, soit les copines d'épisode, là, Céline et Marianne, qui font un boulot de dingue aussi pour développer cette nouveau type de fitness en groupe, fun, ultra digital, ultra convivial, donc il ressemble beaucoup à ce qu'on fait sur le foot et le paddle. Canon. Et on regardera, et ça ne fera pas de mal d'avoir un peu plus de personnes féminines dans nos podcasts. En tout cas, top. Merci beaucoup à tous les trois pour votre temps. J'espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, super intéressant. Je pense que ça va être top pour nos auditeurs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Samuel. Merci Samuel. À bientôt. Et merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à partager, liker, en parler autour de vous. Et à très vite. Ciao. Ça y est, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.